Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et de ces données émerge là une idée nouvelle. Si on comprend assez bien le comportement du spectateur, on peut donc lui donner ce qu'il veut avant même qu'il ne le formule. Netflix devient donc une machine à anticiper les désirs. Et c'est là que commence sa vraie puissance, non plus seulement un distributeur, mais encore une fois, un architecte de nos choix. Vous avez le sentiment que je radote, mais c'est très important. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Netflix. Et on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Cette transformation ne se fait pas, bien sûr, sans résistance. Les chaînes de télé, d'abord, on regarde ça avec la fameuse condescendance habituelle. Vous voyez, ça ne marchera pas. Hein. Elles ne croient pas à la viabilité du modèle par abonnement. Elles pensent que la pub va rester le modèle économique dominant. Mais peu à peu, quand même, elles voient leur audience s'effriter. Les jeunes commencent par déserter le petit écran. Ils préfèrent les catalogues sans publicité, évidemment, les séries à la demande, la liberté du clic. Le mot Netflix devient même un verbe, Netflixer. C'est quand même assez dingue. Pas trop en France, mais en tout cas aux États-Unis. Et cette pratique, qui est anodine en apparence, c'est ça qui change tout. Parce que Netflix ne diffuse pas des films, elle occupe encore une fois du temps libre, du temps de cerveau, du temps de solitude. Son véritable concurrent, c'est pas une autre plateforme en fait, c'est le sommeil. Hastings va le dire lui-même un jour dans une conférence, imaginez ça, notre principale concurrence c'est le sommeil, parce que quand vous dormez, vous ne regardez pas Netflix. On est chez les fous, on se dit quand on regarde ça vu d'en haut, on se dit on est chez les dingues. Mais en fait, non, c'est ce qui fait la vie d'aujourd'hui. Phrase évidemment provocatrice, mais d'une lucidité glaçante. C'est un peu comme quand le patron de TF1 à l'époque avait dit en fait, la télévision, pour être honnête, c'est qu'est-ce qu'on met entre les pubs ? Parce que la télévision, en fait, c'est les pubs Coca-Cola, et qu'est-ce qu'on doit mettre entre les pubs ? C'est ça la question. C'est glaçant, c'est cynique, mais c'est la vérité. Donc, c'est une entreprise du temps. Et ce temps, eh bien Netflix va apprendre à le maîtriser. D'abord en supprimant les contraintes. Donc, plus de pub, ça c'était au début. Plus d'attente, plus d'horaire. Et puis en inventant, comme je disais tout à l'heure, un nouveau rapport à la narration, le fameux binge-watching. Regarder plusieurs épisodes d'affilée sans s'arrêter. C'est-à-dire proposer donc la série complète. Vous savez... les plus anciens se souviendront, quand on regardait les épisodes de 24 heures chrono, on avait 1 ou 2 épisodes par semaine, et il fallait attendre une semaine pour voir l'épisode suivant. Là, on a tout d'un coup, ce qui est quand même une révolution. Plusieurs épisodes en plus qu'on peut regarder sans s'arrêter. Un plaisir, une espèce de plaisir coupable, addictif, qui repose, vous savez, sur une idée très simple. Il ne faut pas casser le fil. Et le générique de fin devient presque inutile. D'ailleurs, la plupart des génériques sont passés, on le sait, remplacés par un petit message. L'épisode suivant commencera dans 10 secondes. 10 secondes pour résister ou pour céder. Le fameux, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? Il est tard, mais ouais, on peut pas. Et souvent, on cède, évidemment. C'est un geste minuscule, presque mécanique, mais il symbolise la mutation de ce siècle, la sérialisation du plaisir, l'enchaînement infini, la disparition du vide, le refus de la pause. Netflix, c'est la promesse d'un monde sans interruption. Et on s'étonne que nos gamins continuent sur TikTok à être comme des zombies. Mais nous, on fait pareil sur Netflix et sur les autres plateformes. C'est une dinguerie. On s'en rend pas compte. Franchement, avant de travailler cette émission, je m'en rendais pas compte à ce point-là. Mais là, franchement, en travaillant ça, je me suis dit, mais c'est une horreur. Alors pour Reed Hastings, cette logique du flux, c'est une philosophie. Lui qui a grandi dans la culture scientifique voit le monde un peu comme une suite de systèmes optimisés. Vous savez, c'est Matrix, lui, il voit les chiffres. Et dans son esprit, chaque spectateur est une équation, chaque clic est une donnée, chaque donnée une opportunité de comprendre. Netflix n'impose rien, il s'adapte, il ne dicte pas, il apprend, il ne programme pas, il devine. On a l'intelligence artificielle avant l'heure, en fait. Mais, avant l'heure, ça fait au moins 50 ans que ça existe. Mais à mesure que cette logique s'affine, une autre question se pose. Si tout est calculé pour nous plaire, que devient alors le hasard ? Que devient notre choix, notre libre arbitre ? Si chaque film, chaque série, chaque recommandation est le résultat d'un algorithme, que reste-t-il de la découverte, de l'imprévu, du goût ? Pendant que les critiques s'interrogent,
Netflix avance. En 2013, il franchit un cap symbolique, plus de 40 millions d'abonnés dans le monde. Et surtout, il dévoile la fameuse première série originale entièrement produite pour le streaming, donc j'en parlais tout à l'heure, House of Cards. Thriller politique, sombre, élégant. Je ne retrouvais pas le nom, c'est Kevin Spacey évidemment, et puis la sublime Robin Wright. La série est mise en ligne donc en une seule fois. Ça, c'est une première. Pas d'attente, pas de diffusion hebdomadaire. Tout est disponible dès le premier jour. C'est un véritable choc. C'est un succès planétaire. Netflix vient d'inventer une nouvelle manière de consommer la fiction en continu et sans relâche. C'est plus la série qui rythme nos semaines. C'est nous qui rythmons la série, c'est dingue. En quelques années, la télévision américaine bascule. Les chaînes traditionnelles perdent leur monopole du prestige. Netflix remporte ses premiers Emmy Awards quand même, qui étaient jusque-là quand même réservés aux géants du câble. Les producteurs affluent, c'est un peu... c'est comme ça, c'est le cercle vertueux, si vous voulez. Les producteurs affluent, les acteurs aussi. Avant, des acteurs qui hésitaient à travailler pour la télé, maintenant, ils hésitent plus du tout. Les budgets explosent. Et surtout, la donnée remplace encore une fois l'instinct. Là où les studios produisaient selon leur flair, Netflix arrive et produit selon les chiffres tout simplement. Ils arrivent et ils disent voilà ce que vous regardez, combien de temps, à quel moment de la journée. Tout devient matière à décision artistique. Le contenu n'est plus un pari, mais en fait un simple calcul. Et c'est là, dans cette alliance entre art et algorithme, que naît le nouveau visage, désormais, du divertissement mondial. À la fin des années 2010, Netflix n'est plus une start-up évidemment, c'est même plus une scale-up, c'est un véritable empire. Ses serveurs tournent jour et nuit, alimentent des millions d'écrans, son logo rouge devient un symbole universel et son modèle une promesse, une télévision sans télévision. Mais comme toute révolution, elle n'est pas sans conséquences, parce qu'à force de vouloir tout rendre accessible, Netflix crée une forme nouvelle, si vous voulez, de dépendance, celle de ne plus savoir choisir, de se laisser guider par la plateforme, de confondre le plaisir et la disponibilité. Le streaming ne libère pas seulement le spectateur, il l'encadre, il le façonne, il le prédit. Et c'est ici que commence la troisième étape de cette révolution. Celle où Netflix ne se contente plus de diffuser, mais de tout simplement fabriquer, j'insiste, l'imaginaire mondial. Il y a des moments dans l'histoire des médias où tout bascule d'un coup. Le jour où la radio a dépassé la presse, le jour où la télé a supplanté le cinéma, et puis le jour où Netflix a donc cessé d'être un distributeur pour devenir un créateur. Ce jour-là, le monde de l'audiovisuel, on l'a compris, a changé de nature. On est en 2013 maintenant. Netflix compte alors 33 millions d'abonnés, essentiellement aux États-Unis. La société investit des sommes considérables. Je vous l'ai dit, elle dépend encore malgré tout, et ça c'est Reed Hastings qui le dit, il comprend que malgré tout elle dépend des studios, elle dépend des chaînes, elle dépend des producteurs, et donc c'est pour toutes ces raisons qu'ils vont créer leur propre contenu. C'est pas évident au départ, faut bien, j'avais envie de revenir là-dessus parce que c'est pas si évident. Produire, c'est risqué quand même. C'est s'exposer, c'est entrer dans un monde où les décisions ne se prennent plus à partir quand même de tableurs, mais d'intuition, de vision, d'émotion. Ça, c'est ce qui se fait habituellement. Mais Hastings va réussir à concilier les deux. Il ne veut pas être un producteur comme les autres, il veut être un producteur rationnel. Un producteur guidé non pas par les caprices du talent, mais encore une fois, et là aussi, j'insiste, vous allez dire que je me répète, mais j'insiste vraiment par les données. Et c'est là qu'apparaît un nom, donc, qui va tout changer, donc le fameux House of Cards. Netflix, quand il se lance là-dedans, n'a pas produit un seul film, mais elle va tout oser pour investir 100 millions de dollars pour 2 saisons. C'est une folie, il faut imaginer ça, pour une entreprise qui n'a jamais tourné une seule image. Mais encore une fois, c'est pas un pari, c'est un véritable calcul. Parce que, en fait, avant même de lancer le projet, Netflix a analysé les données de ses abonnés. Elle sait qu'ils adorent les films politiques. Elle sait qu'ils regardent volontiers les productions avec Kevin Spacey. Et elle sait que le réalisateur David Fincher, connu pour Fight Club, Social Network, suscite un véritable engouement particulier auprès des trentenaires urbains, diplômés, technophiles, autrement dit. Vous l'avez compris, c'est nous, c'est le cœur de la clientèle Netflix. Le raisonnement est simple, si ces 3 ingrédients plaisent séparément, ensemble ils vont donc faire un triomphe. Et c'est pas un pari, c'est une réussite totale. Le triomphe a lieu. Quand House of Cards sort en février 2013,
tout change. Netflix met donc en ligne toute la saison d'un coup, ça rompt avec la logique habituelle. Plus d'épisodes hebdomadaires, plus de suspense, vous savez, imposé. Encore une fois, c'est le spectateur qui décide, allez, on en fait un de plus, etc. Le succès est colossal. La série devient un phénomène mondial, commenté sur les réseaux sociaux qui sont tout neufs, disséqué dans les médias. Et pour la première fois, une plateforme numérique reçoit donc des Emmy Awards, la plus haute distinction de la télévision américaine. Les vieux studios comprennent à ce moment-là qu'un nouvel acteur est entré dans la cour des grands, mais ce nouvel acteur joue selon des règles qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas le début du commencement d'un algorithme, eux. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.